je suis Isabelle Bouissou et je suis directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers Paris-Saint-Joseph dans le 14e. Bonjour, je suis Adrien Laszlo, je suis étudiant en deuxième année à l'IFSI Saint-Joseph dans le 14. Bonjour, je suis Marie, je suis en deuxième année et je suis étudiante à l'IFSI Paris-Saint-Joseph dans le 14e. Bonsoir, je suis Marianne Essigo et je suis directrice des instituts de formation paramédicaux de la Fondation Diaconesse de Reuilly. Nous sommes là ce soir pour vous parler de la formation en soins infirmiers et au travers du département universitaire en sciences infirmières de l'université Paris-Descartes. Donc, la formation en soins infirmiers a intégré l'université en 2009 et en 2014 a été créé donc, ce département universitaire en sciences infirmières qui regroupe à ce jour 6 instituts de formation en soins infirmiers de la région Île-de-France. L'Institut de formation des hôpitaux de Saint-Joseph, l'Institut de formation de l'hôpital Sainte-Anne, l'Institut de formation J.B.Pussin des hôpitaux de Saint-Maurice, l'Institut de formation du lycée Rabelais, l'Institut de formation des Diaconesses de Reuilly et j'en oublie un. Nanterre. L'Institut de formation du CACH de Nanterre. Donc ce département universitaire en sciences infirmières conçoit et organise toute la formation en soins infirmiers en partenariat avec l'université Paris-Descartes, essaie de développer une pédagogie innovante, notamment en simulation en santé et en e-learning, et vise également à développer le partenariat européen et la mobilité des étudiants, et enfin réfléchit à des parcours de type master pour la profession infirmière. On va maintenant vous parler des modalités d'entrée en formation infirmière. Alors, les modalités d'entrée, la première spécificité que vous devez connaître déjà, c'est que cette modalité d'entrée ne se fait pas par le biais de Parcoursup, puisque c'est une modalité d'entrée par concours, et donc c'est une opportunité supplémentaire pour vous d'accéder à une formation d'enseignement supérieur, puisque cette formation, en 3 ans, est une formation en enseignement supérieur. Donc, pour accéder à cette formation, il y a plusieurs possibilités. La première, et celle qui vous concerne peut-être plus directement, c'est l'accès par le bac. Donc, cet accès se fait au niveau bac plus bac, à la sortie du bac, mais les candidats peuvent s'inscrire au concours pendant leur année de terminale, puisque, par exemple, cette année en 2018, le concours aura lieu le 4 avril 2018 et les inscriptions sont en cours et elles seront closes le 5 mars. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire en vous connectant sur les sites des différents IFSI ou de l'IFSI qui vous intéresse et pouvoir télécharger un dossier d'inscription. Alors, comment se passe le concours? Le concours se passe en 2 temps, un temps d'admission et un temps d'admissibilité. Donc, le temps d'admission, c'est un écrit qui donc a lieu le 4 avril pour nos instituts. Il y a plusieurs concours en Île-de-France, il y a 3 concours en Île-de-France. Un pour accéder aux instituts de formation de l'assistance publique hôpitaux de Paris, un pour accéder aux instituts de formation de la Croix-Rouge et un pour accéder aux instituts de formation des autres établissements. Et nous sommes dans ce cadre-là, c'est-à-dire le 4 avril. Il y a donc la première session le 4 avril qui est un écrit en 2 parties. Une première partie qui est une partie de rédaction, synthèse, dissertation sur un sujet à visée sanitaire et sociale. Et puis une partie qui est le même jour et qui suit, qui est 2 heures de test d'aptitude pour se préparer à ces épreuves. On peut faire des préparations au concours, mais avec un niveau baccalauréat, on peut aussi tout à fait se préparer tout seul. Et là, le conseil qu'on peut donner, c'est de se préparer tout spécifiquement aux tests d'aptitude, puisque les études de terminale, quel que soit le bac que vous allez passer, vous préparent à la dissertation et à la première partie de rédaction de culture générale sanitaire et sociale, alors que les tests d'aptitude sont très spécifiques et il vaut mieux s'y préparer. Dès maintenant, vous pouvez commencer à vous y préparer en vous procurant des annales
et en travaillant réellement tous les jours à cette partie du concours. Donc ça, c'était pour l'admissibilité. Les résultats de cette admissibilité ont lieu courant mai. Et ensuite, pour ceux qui sont admissibles, il y a une partie orale qui consiste en 20 minutes d'entretien avec un jury constitué de 3 personnes, un cadre formateur, un soignant et un psychologue en général qui connaît la formation et qui va analyser la motivation et la connaissance du candidat de la formation. Alors, quels sont les prérequis pour cette formation? Est-ce que vous voulez parler des prérequis de la formation? Quels étaient vos prérequis? Tu réponds? Moi, mes prérequis, je viens donc d'un bac scientifique. Comme a dit Madame Bissou juste avant, on peut se préparer de plusieurs manières. Travaillant, j'avais trouvé judicieux de m'inscrire dans une préparation pour avoir au moins un jour plein dédié aux révisions. Je me suis vite rendu compte que ça me correspondait peu, parce qu'en fait, oui, tout ce qui est test psychotechnique, ça demande beaucoup d'entraînement. Le seul moyen de s'améliorer, c'est d'en faire. Il n'y a pas de miracle. Et plus on en fait, plus on est rapide, plus on prend confiance en soi. Pour tout ce qui est la partie dissertation, je pense que le conseil, c'est d'être curieux, c'est de suivre l'actualité sanitaire et sociale, oui, de garder un esprit ouvert. Et après, pour la deuxième partie, une fois qu'on est admissible, c'est de prendre, de bien préparer, de ne pas se laisser déstabiliser parce que c'est pas toujours évident, ça dépend de la personne qui est en face de soi. Mais oui, ça peut se travailler aussi. En se prenant des sujets, il y a des annales pour ça et ça peut être une manière pour des gens qui n'ont pas l'habitude de parler. Alors, je préciserai ce que dit Adrien, parce que vous parlez de la préparation pour la sélection. Si on veut parler plus spécifiquement des prérequis pour la formation, j'ai dit tout à l'heure que c'était un niveau bac, mais c'est un vrai niveau bac. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer, et nous encourageons beaucoup les étudiants qui sont admis et qui vont rentrer en formation en septembre, à travailler l'été à une remise à niveau, en particulier en bio, parce que tous les bacs ne préparent pas au même niveau de bio, et je pense en particulier au bac ES qui, de mémoire, chinte la bio en terminale. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a un niveau terminal S en bio. Les maths, il faut travailler et se mettre à niveau en maths, et en particulier sur des opérations toutes simples, mais en particulier la règle de 3, parce que nous, on s'aperçoit en formation que la règle de 3 n'est pas connue, et c'est un vrai problème pour les étudiants, sans doute vous le confirmeront-ils. En anglais, puisque la formation est universitaire et donc elle nécessite d'avoir un niveau d'anglais. Et puis en français, puisqu'il est essentiel de savoir écrire et parler le français et le rédiger sans faute d'orthographe, puisque nous avons des évaluations et des cours qui nécessitent de la rédaction. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à cette mise à niveau et aux difficultés éventuelles à l'entrée. Je vais répondre à la question, mon parcours. Alors, moi, je viens d'un bac S et j'ai passé mes concours pendant ma terminale. J'ai fait ça en allant une semaine pendant des vacances dans une prépa pour préparer surtout les tests psychotechniques, parce que il faut beaucoup en faire, mais il faut aussi comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on a compris, ça facilite le fait de travailler tout seul à la maison. Et après, au niveau de mes prérequis, pour la formation, comme j'ai fait un bac S, j'ai pas eu la nécessité de faire une grande remise à niveau, même si effectivement, revoir des calculs tout simples, comme par exemple des divisions, je ne savais plus poser une division. Donc le fait de revoir ça, j'ai eu besoin de le faire. Et après, voilà. Quels sont les enseignements proposés dans cette formation? Eh bien... Alors on peut dire, puis je vais vous laisser, il y a 3 parties, oui. Les stages,
Oui. La théorie en IFSI et la théorie à l'université. Alors, je vous laisse. En 3 ans. Ouais. En 3 Merci. ans. Oui, donc ça se répartit équitablement. Donc il y a 50% de théorie et 50% de pratique. Par pratique, j'entends les stages. Il y a des cours qui sont enseignés à l'IFSI, donc à l'école, et il y a des cours magistraux à la fac, à Descartes. Et il y a aussi des stages sur différents types de terrains de stages. Donc à l'université sont enseignées toutes les sciences biologiques et médicales, donc la biologie fondamentale, tous les processus médicaux, c'est-à-dire l'étude des pathologies et leur prise en charge. Également les sciences humaines et sociales, de la législation, De l'éthique. de l'éthique, de la psychologie, sociologie, anthropologie. À l'IFSI, vous étudiez des choses un peu différentes. Oui, bah là par exemple, on a commencé tout ce qui est prévention des risques. On va avoir des TP aussi. Donc nous, en première année, c'était un entraînement, ce qu'on appelle le lyophilisat, c'est apprendre à préparer un antibiotique par exemple et le remettre dans le bon conditionnement. Cette année, ça va être un apprentissage sur la transfusion sanguine. Donc il y a vraiment différentes matières qui nous sont enseignées. On a également l'année dernière et cette année une matière sur le toucher, la communication, qui sont faits par différents intervenants qui nous apprennent des choses beaucoup plus pratiques. Donc vraiment, ça dépend. Et aussi, on peut dire que les cours de fac sont complétés par certains TD à l'IFSI. Je pense surtout au premier semestre, ou des TD ou des matières comme par exemple la biologie fondamentale ou bien la pharmacologie vont être complétées par des TD qui seront faits à l'IFSI, donc en groupe beaucoup plus restreint. Si en amphi on est vraiment très nombreux, alors quand à l'IFSI on sera à 30 et du coup ce sera vraiment le moment de poser les questions, de vérifier ses acquis, donc ça se complète. Et pour revenir au stage, donc comme disait Marie, là on passe la moitié du temps donc à l'école ou à l'université et l'autre moitié donc en stage. En première année, on a un premier stage de 5 semaines et un deuxième stage de 10 semaines. La première année, on est plus longtemps à l'école et à l'université, donc c'est pour diverses raisons, mais je pense que la principale, c'est pour nous donner des bases suffisantes pour pouvoir évoluer en stage, parce qu'on arrive avec des savoirs théoriques, on est tout de suite en stage, confronté à des professionnels aguerris. La première année, ça va être de se familiariser avec une compétence qui est une compétence d'aide-soignant. Donc, on est vraiment focalisé là-dessus en première année. Et quoi dire de plus? Oui, Marie vous parlait tout à l'heure donc des différents terrains. Donc, il y a 4 terrains différents. Les stages en soins de courte durée, les stages en psychiatrie, les stages de soins de longue durée, et j'en oublie un. Et en lieu de vie. Les lieux de vie. Voilà. Moi, donc en stage, j'ai fait donc mon premier stage de 5 semaines, je l'ai fait en libéral dans un cabinet. Donc j'ai suivi une infirmière libérale pendant 5 semaines. Enfin, pas exactement. Pendant la première semaine, j'étais vraiment au cabinet, histoire de me familiariser avec l'administratif. C'est des choses qu'on ne se rend pas forcément compte. Mon deuxième stage de 5 semaines s'est déroulé avec Marie en EHPAD. Donc c'est un établissement qui prend en charge des personnes âgées dépendantes. Mon deuxième stage du deuxième semestre s'est passé en psychiatrie. En psychiatrie, j'étais dans une unité pour les personnes anxio-dépressives. Et cette année, j'ai fait mon stage de 10 semaines aux urgences. Voilà pour moi. Et moi, mon premier stage s'est déroulé dans une cité scolaire, donc avec l'infirmier scolaire. Mon premier stage de deuxième semestre, donc à l'EHPAD avec Adrien.
Mon deuxième stage du deuxième semestre s'est déroulé en pédopsychiatrie, où il y avait des enfants qui étaient autistes principalement. Et mon stage du semestre 3, je l'ai fait en salle de réveil et bloc opératoire. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour troisième année. troisième année? Le mémoire. Oui. Oui. Principalement, idéalement, et puis ce qu'on attend avec impatience, c'est déjà notre diplôme. Et pour l'avoir, on va devoir passer par la case du mémoire qu'on va devoir rédiger et soutenir. Donc effectivement, donc c'est un mémoire aussi, c'est l'année où on va être beaucoup en stage. Donc la deuxième année, on va faire donc 2 fois 10 semaines. En troisième année, c'est un stage de 10 semaines et un stage de 15 semaines qui est coupé en 2. En parallèle de ça, donc il y a le mémoire. Avant le mémoire, on va devoir faire une note de recherche pour se préparer. Il y a également, comme disait Madame Buisseau au début, on aura un abstract en anglais, donc un autre moyen de perfectionner notre anglais. Et à côté de ça, il y aura effectivement tous les cours à l'université à côté, et puis à l'école également. Oui, l'année de troisième année, c'est une année dense, de préparation à la prise de poste aussi, puisqu'il y a tout un aspect de préparation, de recherche de poste, de prise de poste, avec des professionnels qui viennent dans les instituts pour préparer les étudiants, ne serait-ce qu'à préparer un CV, une lettre de motivation, et puis on fait des exercices d'entretien d'embauche. Les stages sont aussi de plus en plus exigeants, puisque les personnels, les professionnels de santé attendent des étudiants de troisième année qu'ils soient de réels étudiants de troisième année, qu'ils aient de réelles capacités. Donc c'est aussi un défi. Et puis l'année de troisième année, c'est aussi une possibilité dans certains instituts, pratiquement dans tous les instituts du DUSI, de faire une mobilité internationale, puisque tous les instituts du DUSI sont chartés Erasmus. Et on peut aller en mobilité en Erasmus, donc en Europe, ou en dehors d'Erasmus, en dehors de l'Europe, principalement en semestre 5 ou en semestre 6. Pour certains des instituts, c'est possible également en semestre 4. Donc c'est une année très, très intéressante. Je pense qu'il est intéressant aussi de préciser que notamment pour le mémoire, mais pour d'autres temps dans la formation, chaque étudiant a un suivi individuel et est accompagné. Alors peut-être pouvez-vous en parler? Oui, effectivement. Au sein de chaque école, il y a donc des cadres formateurs et chaque élève a un cadre formateur référent. Donc c'est vraiment le cadre qui va nous suivre tout au long de notre formation. Donc pendant les 3 ans, ce sera le même cadre et c'est vraiment la personne vers qui on va pouvoir se tourner si on a des questionnements, si on a des doutes ou voilà. Donc on est vraiment suivi et on est encadré et c'est vrai que c'est une formation qui est très professionnalisante et donc du coup pour certains ça peut bousculer par rapport au lycée et c'est vrai qu'on a toujours quelqu'un vers qui se tourner. Et puis c'est pas notre seul c'est pas le seul cadre qui nous suit. Par exemple en stage on a un cadre qui vient à l'hôpital qui est différent, qui peut être notre cadre référent pour voir où on en est dans notre apprentissage, si tout se passe bien, faire le point, essayer de nous remobiliser, nous donner des objectifs si besoin. Enfin, ça va vraiment dépendre de l'étudiant, donc un accompagnement. Et en plus donc, de notre référent pédagogique, pour le mémoire, on aura un autre cadre formateur qui sera le directeur de mémoire, qui sera différent et qui nous accompagnera tout le long de l'année. Alors, on voit quel débouché, quel poste proposer. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que, en particulier en Île-de-France, on a une employabilité qui est à 3 mois du diplôme de 100%, avec des postes qui sont plus généralement, en tout cas pour ce qui est de l'institut que je dirige, mais je crois que c'est dans tous les instituts la même chose, puisque nous suivons l'employabilité des étudiants. Ils sont à 83% en contrat à durée indéterminée à 3 mois de leur diplôme et à 90% de jours.
Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants, même si les postes de nuit peuvent être choisis, mais c'est vrai que souvent on aime commencer par des postes de jour, et plus particulièrement dans des établissements de santé. Alors ça, c'est l'employabilité aujourd'hui, ça veut dire que les étudiants se sont positionnés dans des recherches d'emploi de ce type, mais les débouchés sont très très vastes, puisque comme nous vous l'ont dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de lieux de stage. Et bien, dans ces lieux de stage, il y a des possibilités d'emploi. Donc, on peut travailler auprès des personnes âgées, on peut travailler dans des établissements sanitaires en court séjour. Et en court séjour, il y a une grande multiplicité de spécialités différentes. On peut travailler dans des lieux de vie, on va dire en médecine scolaire, en médecine pénitentiaire, en médecine auprès des personnels au travail. On peut aussi partir en humanitaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de débouchés différents. Et on en discutait avec les étudiants tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de possibilités d'évoluer tout au long de sa carrière, puisqu'on peut évoluer, changer de service, c'est déjà changer de travail, changer de lieu d'exercice, c'est encore changer de travail. Et puis, on peut se spécialiser. On peut faire une poursuite d'études à l'université, puisque cette formation donne un grade de licence. Donc, on peut ensuite se postuler pour un master. Et ensuite, pourquoi pas pour un doctorat. Donc, il y a vraiment une grande variété de débouchés dans cette formation. Où voulez-vous travailler? Je ne sais pas. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à mes stages, j'ai pas encore vu... j'ai vraiment vu donc, des choses extra-hospitalières. Et mon premier stage hospitalier, c'était là au semestre 3. Et c'est quand même un stage assez particulier où les patients restent là pas très longtemps, et j'attends vraiment de voir on va dire un vrai service avant vraiment de me dire de m'orienter pour vraiment avoir une idée spécifique de ce que je veux faire. Mais pour le moment, on va dire que je vais plutôt m'orienter vers de l'hospitalier, ça c'est sûr. Et pour ma part, j'ai beaucoup apprécié mon stage aux urgences, qui était très exigeant, mais c'est un environnement qui bouge énormément, on est toujours en mouvement, il y a des moments plus calmes, il y a des moments où on réfléchit uniquement à ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. C'est un environnement très riche parce qu'on travaille avec beaucoup de professionnels différents. On voit des personnes qui sont vraiment pas bien de manière ponctuelle. Donc c'est très riche humainement également. Mais encore une fois, ça dépend du lieu où on le fait. Et puis, je pense que je n'ai pas tout vu également. Donc, on verra en fonction du reste de mes stages. Comment choisit-on son IFSI? Comme on vous l'a dit au tout début, pour les concours, on peut en passer 3 en Île-de-France. Donc, le premier concours, c'est pour le concours de la PHP. Il y a également le concours pour entrer dans les instituts de formation de la Croix-Rouge et le concours pour entrer dans les écoles autres. Enfin, je sais pas. Toutes les autres. Pour moi, je les appelais semi-privées, mais je ne sais pas comment définir mieux. Moi, je connaissais des étudiants de Saint-Joseph qui m'ont donné envie de m'y inscrire, que ce soit pour le suivi, que ce soit pour les terrains de stage disponibles, parce que c'est un critère de choix. Et puis, généralement, la plupart des étudiants s'inscrivent aux 3 concours pour maximiser leurs chances, je pense. Après, si on a le choix, si je peux me permettre, si on a le choix, il faut privilégier la proximité, puisqu'il y a beaucoup d'endroits différents de formation. Et donc, quand on doit aller en stage à l'université et à l'institut de formation, il ne faut pas se rajouter de la distance. Voilà, moi, je dirais, si on a le choix, un des critères me paraît être la proximité. La vie étudiante, association, sport, etc. Alors, je vais parler de mon IFSI Saint-Joseph parce que je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres IFSI. Mais à Saint-Joseph, donc c'est une IFSI qui, on va dire, qui est pas très grande. On n'est que 120, enfin que 120, c'est déjà beaucoup, mais on est environ 120 étudiants. Et
et en vue des stages, des cours à la faculté, de la charge de travail, c'est vrai qu'il n'y a pas d'association, mais il y a quand même un bureau des étudiants qui organise des soirées, qui organise un week-end d'intégration au début, avec les premières années et les deuxièmes années, au début de l'année. Et voilà. Au Diaconesse, c'est un peu la même chose. Donc les promotions sont de 80 étudiants. Donc il y a un bureau des étudiants, comme à Saint-Joseph, qui organise des parrainages entre les étudiants de première année et d'autres années, et puis aussi des participations à des journées comme le Téléthon ou bien le Marathon de Paris, ou des choses comme ça. Alors on peut rajouter peut-être pour la vie étudiante qu'il y a aussi des activités qui sont possibles à travers le DUSI, puisque l'université organise, et en particulier pour le sport, puisqu'il y a une possibilité de s'inscrire dans les activités sportives de l'université qui a un potentiel plus important d'étudiants et de capacité de proposer. Donc je sais qu'il y a des étudiants qui font partie du club de foot ou d'autres activités à l'université. Alors, existe-t-il des passerelles si je me suis trompée? C'est la question suivante. Alors, au terme de la première année, on peut devenir aide-soignant. Il y a une équivalence d'exercice d'aide-soignant. Après, à proprement parler, s'il existe des passerelles, à ma connaissance aujourd'hui, non. Alors, des réelles passerelles organisées, ça me reviendra peut-être, mais je n'en vois pas, à part les spécialités, mais ce n'est pas des passerelles. En revanche, comme la formation est universitarisée, les étudiants obtiennent des crédits de formation qui sont des crédits universitaires. Donc, ils valident des semestres. Un semestre, c'est 30 crédits. Une année, c'est 60 crédits. Donc, on peut ensuite, à la fin de la première année, à la fin de la seconde année, à la fin de la troisième année, si on veut se réorienter, c'est une première chose, présenter son dossier avec les crédits qu'on a obtenus, par exemple des crédits en sociaux, des crédits en anthropo, des crédits en biologie, pour aller faire valoir et s'inscrire dans une autre licence. Et puis, à la fin de la troisième année, avec le diplôme, on obtient un grade de licence. Et à ce moment-là, on peut aller présenter son dossier pour s'inscrire en master et faire une réelle passerelle vers des masters qui sont des masters soit en sciences de l'éducation, soit en management, soit en éthique, soit en sciences sociales. Voilà, il y a quand même un certain... Alors, il y en a un aussi qui est intéressant, qui est parce que nous, on a beaucoup d'étudiants qui font celui-là, qui est un master en logistique humanitaire. Alors, il y a des différentes facultés en France qui proposent ce master en logistique humanitaire. Et donc, il y a des infirmiers qui, à la fin de leur formation, se spécialisent dans ça. Et puis, font ensuite des missions humanitaires sous l'aspect logistique. Après, il y a une possibilité depuis l'année dernière qui est, avec 3 années d'expérience, mais là, 2 professions d'infirmière, une passerelle vers la première année de médecine, vers PACES. Comment savoir si je suis fait pour ces études? C'est une bonne question. Je pense qu'on y répond au fur et à mesure qu'on avance dans ces études, une fois qu'on est en école, parce que ce n'est pas des études faciles. Le milieu hospitalier, extra-hospitalier n'est pas facile. Je pense qu'une des choses intéressantes à faire, à mon sens, c'est d'essayer de se rendre compte par soi-même. Donc, je sais qu'il y a certaines préparations qui le permettent d'aller dans un service, de suivre une infirmière libérale. Enfin, il faut oser pour vraiment se rendre compte, parce qu'on peut avoir une vision un petit peu idéalisée de je vais prendre soin de mes patients, je vais avoir tout le temps. La réalité est un petit peu différente et ça peut être un peu... ça peut faire peur. On peut avoir l'impression aussi d'être dépassé, donc vraiment être curieux. Puis, faut... Aller dans les portes ouvertes, les forums d'orientation des lycées, rencontrer des étudiants ou des professionnels qui sont là pour parler de leur métier. S'il n'y en a pas, réfléchir à son entourage, si on connaît un étudiant en soins infirmiers ou quelqu'un qui exerce la profession ou qui l'a exercée, pour si on ne peut pas faire de stage, parce que c'est vrai que l'obtention des stages n'est pas toujours facile avant d'entrer dans la formation, mais au moins discuter de ce que c'est réellement que la formation et la profession pour voir si on a une appétence pour ce type de formation. Oui. Pourquoi avoir choisi cette formation? Alors, j'ai choisi cette formation parce que
j'ai toujours su que je voulais travailler dans la santé. Et au fil de mes années de lycée, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à maintenir le rythme d'une PACES ou d'une PACES. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner en première sur des écoles, sur la formation en IPSI. Et ça m'a plu, ça m'a intéressée. Avec les stages, j'ai trouvé que ça allait être professionnalisant, concret. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pour ma part, c'est un cheminement un petit peu plus long, on va dire. J'avais besoin de donner du sens et je pense que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. J'avais aussi besoin d'une formation professionnalisante, une formation pas uniquement théorique, ce que la formation en IFSI offre, de pouvoir côtoyer le monde professionnel en même temps de toute la partie théorique. Donc ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis c'est un métier aussi qui est très ouvert, comme on vous le faisait remarquer avant. Ça vous permet de faire des choses très différentes. Si vous avez envie de partir à l'étranger, vous pouvez. Si vous avez envie de travailler avec des enfants, vous pouvez. Si vous voulez travailler avec des personnes âgées, vous pouvez aussi. Sur des soins de longue durée, donc vraiment apprendre à connaître les personnes, même s'attacher à eux, c'est possible. Travailler uniquement en aigu, c'est possible également. Donc, je pense qu'on peut trouver ce qui nous correspond. Et en plus, on a la chance si à un moment on a besoin de changer, on a cette possibilité. Alors, le taux de réussite au concours d'entrée, c'est une bonne question parce que c'est très variable. Puisqu'en fait, ça dépend du nombre d'inscrits. Donc, en fonction du nombre d'inscrits, on a un quota, en fait. Donc, dans chaque institut, il y a un nombre de places déterminé par le Conseil régional d'Île-de-France et le ministère de la Santé. Ce n'est pas nous qui le décidons. Donc, en fonction du nombre de places disponibles et du nombre d'inscrits, on a un pourcentage d'admis. Donc, ça dépend des IFSI, ça dépend des années. C'est très variable. Donc, c'est difficile de dire. Je ne sais même pas si on pourrait faire une moyenne. Moi, j'ai eu des années où c'était 10%. Et puis, il y a des années où c'est plutôt 30%. En moyenne, c'est 4 candidats pour une place. Ouais, on va dire à peu ça. près ça. Voilà. Des conseils pour les lycéens qui seraient intéressés par la formation. Le conseil que je pourrais donner, c'est renseignez-vous. Et puis, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas à passer les concours. S'inscrire en terminale, c'est possible. Oui, s'inscrire en terminale, c'est totalement possible. Pas forcément avoir fait de formation préparatoire. Non, pas forcément. Je crois qu'il faut confronter son intérêt à la réalité autant que faire se peut en rencontrant des professionnels, d'une manière ou d'une autre. Là, en ce moment, il y a quand même pas mal de forums d'orientation dans les lycées, donc c'est intéressant de le faire. Puis croiser les conseils également, parce que quelque chose qui a fonctionné pour nous ne fonctionnera pas forcément pour vous. Et puis, je pense que c'est difficile lorsqu'on est en terminale, on a le bac à la fin de l'année à penser, donc ça peut être compliqué de faire les deux de concert, mais avec une bonne organisation et puis une bonne motivation, ça se fait. Oui. Tout à fait. C'est pas forcément comme dans les séries. Ouais. On peut dire ça. La réalité ne correspond pas forcément aux séries médicales qu'on voit à la télévision, en particulier. Grey's Anatomy. Non, je ne pensais pas à ça, je pensais à Nina. Il y a une série qui présente une infirmière pas sous un jour très intéressant. Voilà. Mais en tout cas, Grey's Anatomy, ça permet d'améliorer son anglais médical. Ça, oui. Donc, Ça aide. Regardez Grey's Anatomy. Alors, meilleur souvenir. Jusqu'ici. Mon stage en cours. Je pense que en stage, c'est assez facile parce qu'on rencontre des gens. Ouais. Pour moi, je pense que c'est un moment que j'ai eu avec Marie en EHPAD, d'un patient que je prenais en charge. Et c'était mon dernier jour et je lui avais emmené du chocolat parce qu'il adorait ça. C'était un patient qui avait des séquelles d'AVC, donc
qui avait des problèmes pour manger. Et d'habitude, on avait du mal à l'aider à se nourrir. Et là, il a eu le chocolat. Et il l'a gobé. Et j'étais avec Marie, j'ai explosé de rire parce que c'était impossible de rester sérieux. J'ai eu un petit peu peur qu'il s'étouffe, mais bon, le chocolat, ça fond. Mais c'était vraiment un bon souvenir. Moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'est aussi en EHPAD, où effectivement, en fait, c'est des personnes âgées, donc elles ont souvent pas leur famille qui vient tous les jours. Et effectivement, en fait, le fait qu'ils nous demandent si on revient le lendemain, c'est vrai que ça veut dire qu'on les marque et que c'est des personnes qui n'ont pas grand monde et le fait qu'on soit un petit peu on leur illumine entre guillemets leur petite journée qui sont pas toujours très très drôles, c'est sûr que ça fait plaisir, c'est gratifiant et on se dit que c'est mine de rien, c'est quand même un beau métier qu'on va faire. On vous laisse conclure, Adrien. Donc ce Facebook Live se termine. Merci aux internautes, merci de nous avoir suivis. Les journées portes ouvertes à Saint-Joseph ont lieu le 10 février. Nous vous incitons à venir. Nous serons ravis de partager avec vous notre expérience, répondre à vos questions. Vous avez également les journées portes ouvertes de l'Université Paris-Descartes le 10 mars. Donc également, là, vous aurez l'occasion de croiser différents professionnels, différentes formations. Et de rencontrer les IFSI, puisqu'il y aura un stand spécifique pour les IFSI de l'Université Paris-Descartes. Donc les IFSI que nous vous avons cités en début d'intervention seront représentés et pourront vous accueillir pour répondre à vos questions. En revanche, le concours sera clos, puisque les dernières inscriptions, c'est le 5 mars. Il faut s'inscrire avant le 10 mars. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites internet des instituts pour avoir les informations. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bon courage.